Que traduit, d'après vous, cette fronde des patrons, d'une partie d'entre eux, des grands patrons, disons, contre la taxe Zuckman? Je pense qu'ils viennent de comprendre, et vous l'avez dit dans votre reportage, que l'impunité fiscale, c'est fini. Et que les Français peuvent plus accepter que dans notre pays, plus on est riche, moins on paye d'impôts. C'est ce que j'appelle le théorème de Louis de Funès, vous savez, dans La folie des grandeurs. Les riches, c'est fait pour être de plus en plus riches et les pauvres de plus en plus pauvres. Ça, les Français n'en veulent plus. Mais Bernard Arnault met en avant le poids des impôts qu'il paye déjà. Je le cite, je suis certainement le tout premier contribuable à titre personnel et l'un des plus importants à travers les sociétés que je dirige. C'est pas ce que montrent les chiffres. C'est pas ce que montrent les chiffres. Et on en a fait la démonstration. L'impôt en France est dégressif. Plus vous gagnez d'argent, moins vous payez d'impôts. Et moi, je voudrais rappeler à Monsieur Arnault la Constitution, celle de 1789, et son article 13, 1789. Je vous le lis. Une contribution commune et indispensable, elle doit être également répartie entre tous les citoyens en raison de leurs facultés. 1789, c'est pas un texte de l'extrême gauche là. C'est la Révolution française, c'est l'identité de la France. L'identité de la France, c'est l'égalité fiscale. C'est ce que les Français réclament aujourd'hui. Pierre Gattaz, ancien patron des patrons, autre réaction forte hier sur ce plateau. Écoutez. C'est une arme de destruction massive de l'économie. Et je vais vous donner un exemple. Vous allez ruiner l'investissement parce que vous allez mettre moins d'argent dans l'innovation, dans les équipements, dans la formation des gens, etc. Et donc petit à petit, vous allez couler la boîte. Et qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer que, vu cette perspective-là, les enfants ou les gens ou les propriétaires des boîtes vont partir. Ils vont vendre, ils vont partir. Ils vont se dire mais c'est de la folie. Autant de réactions épidermiques qui montrent quoi? Que l'idée fait bel et bien son chemin, même si in fine on n'arrive pas à une taxe Zuckman, mais quelque chose qui y ressemblerait. Ce qui est certain, c'est qu'il y a eu une campagne, une bataille culturelle livrée hors norme par Gabriel Zuckman et toute une partie de la gauche, qui aboutit à ce sondage de l'IFOP dans lequel 86... Commandé par le Parti Socialiste. Absolument, commandé par le Parti Socialiste, dans lequel 86% des Français adhéreraient à cette taxe Zuckman. Moi, ce que je vois quand même, c'est que quand j'appelle Frédéric Dabi, le patron opinion de l'IFOP, pour lui dire un petit peu est-ce que les Français sont bien au fait des conséquences de la taxe Zuckman, il dit il n'est pas du tout sûr que les personnes interrogées fassent la différence entre revenus et patrimoine, stock et flux, et les notions d'économie qui permettent de saisir les implications de la taxe Zuckman. En revanche, ce que perçoivent les Français, effectivement, c'est ce besoin de justice fiscale selon un clivage bien connu entre les petits et les gros, une désignation quelque part de ces 1800 foyers fiscaux comme le remède à tous nos problèmes. Je crois que c'est largement illusoire et honnêtement, Gabriel Zuckman, sans aller l'attaquer sur le terrain de son sérieux académique, qui est incontestable, il est médaillé. Une pseudo-compétence universitaire qui elle-même fait largement débat d'après Bernard Arnault. Écoutez, moi, on peut dire dans le même temps qu'il est médaillé Clark, c'est une haute distinction en matière d'économie, c'est un peu l'antichambre, si vous voulez, du prix Nobel, mais dans le même temps, moi, ce que je vois, c'est que Gabriel Zuckman, ceux qui en parlent le mieux, c'est au fond ses confrères économistes et ses consorts économistes. Quand on appelle, par exemple, des gens du côté de l'Observatoire français des conjonctures économiques, pourtant pas très classé à droite, et plutôt keynésien, proche du Parti Socialiste, ils vous disent on a de sérieux doutes sur la faisabilité, le rendement même. Mathieu Plane, par exemple, éminent économiste de l'OFCE, vous dit qu'il a des doutes sur le rendement et la faisabilité de cette taxe Zuckman dans un contexte, quand même, rappelons-le, d'économie ouverte, donc de concurrence fiscale. Isabelle Tissin-Jean. Oui, alors... sur ce que dit Bernard Arnault, la façon peut-être même dont il s'en prend quasiment personnellement à Gabriel Zuckman. Qui lui répond Ce qui est excessif, vous connaissez l'adage, est insignifiant. Sauf que là, il y a quelque chose derrière qui est l'attaque ad hominem, premièrement, et puis une attaque contre, encore une fois, dans un moment où on a vu dans le sujet d'avant ce qui se passe aux États-Unis, contre la recherche et l'activité scientifique. C'est de ça dont il s'agit aussi quand il remet en cause les compétences de Gabriel Zuckman. Ce qui, Bernard Arnault fait du Trump. Franchement, il tombe dans quelque chose que je trouve extrêmement nauséeux et démagogique. Donc ça, c'est la première chose. Qu'il y ait des débats à l'intérieur du milieu des économistes, que ça soit une discipline où il y a des enjeux, il y a des différences d'appréciation. C'est une discipline hautement politique, mais structurellement. Donc il y a des par exemple, on peut s'entendre sur certaines choses. Par exemple, quand Gabriel Zuckman dit que le cadre fiscal n'a aucune importance sur les décisions d'investissement. Après que la taxe Zuckman touche
pointe un vrai problème de répartition et d'inadaptation de notre instrument fiscal à cette nouvelle répartition, et c'est pas propre à la France, hein, c'est international et ça fait plusieurs décennies. Mais c'est comme s'il y avait une énorme fuite du système. Maintenant, la taxe Zucman essaye d'y répondre. Le problème, c'est pas tant le fait que ce que on peut penser, c'est pas tant les départs, c'est effectivement qu'il y ait toute une stratégie d'optimisation fiscale qui fasse, et d'où la position de Mathieu Plane ou d'autres gens, qui consiste à dire bon, ok, on va le mettre en place, mais il n'est pas sûr qu'on arrive aux 20 milliards. Ceci étant, il est clair que dans l'équation budgétaire, étant donné la situation du pays, il va falloir quand même qu'on trouve un moyen d'aller chercher la fiscalité dans cette partie, encore une fois, cette toute petite partie. C'est la raison de la population. C'est la raison pour laquelle c'est le débat du moment. Quoi qu'on en pense, Jérémy. Et donc, chacun dans la classe politique est obligé de se positionner. Que dit par exemple, c'est intéressant, Marine Le Pen aujourd'hui dans une interview? Ce matin, elle défend sa position dans les colonnes du JDD. Elle veut revenir à une forme d'ancienne ISF dans laquelle elle retirerait un certain nombre de points, notamment la résidence principale sortirait du calcul de l'impôt. On exclurait aussi les biens professionnels, c'est un peu le débat qu'on a aujourd'hui autour de la taxe Zucman. Et puis il y aurait ici une forme d'exonération pour les PME. 75 parties de ces entreprises pourraient être défalquées grosso modo de l'impôt. Alors en fait, Marine Le Pen, elle essaye de se raccrocher au débat et elle avait une difficulté, Marine Le Pen, c'était qu'elle ne pouvait pas s'engager clairement, purement, simplement sur la taxe Zucman. Pourquoi? Parce que son électorat est complètement divisé sur le sujet. Il y a l'électorat populaire de Marine Le Pen qui est favorable à ce qui est davantage finalement que les riches soient mis davantage à contribution. Et puis, petit à petit, l'électorat de Marine Le Pen s'est agrandi, ses conseillers aussi, et ils sont extrêmement vigilants à ce que pensent les riches et notamment les petits et les grands patrons. Alors avec cette mesure, finalement, elle contente un petit peu tout le monde. Ce qu'elle ne dit pas, c'est combien cela pourrait rapporter et est-ce que finalement... Elle table sur environ 3 milliards. 3 milliards, c'est loin de la taxe Zucman, mais dans les faits, est-ce que c'est vraiment 3 milliards qui rentreraient dans les caisses? A priori, on n'en est pas encore Pierre complètement... Ouzoulias, le communiste que vous êtes, que dit-il de cette idée de Marine Le Pen d'impôt sur la fortune financière? C'est de nature à vous satisfaire? On est prêt à travailler. On est prêt à travailler. Et au Sénat... Avec le RN notamment, avec sur tout le ce monde, type d'idée? Avec tout le monde. Et même avec M. Bayrou, on lui avait dit... c'est fini. Il a démissionné, c'est peut-être parce qu'il voulait pas le débat là-dessus d'ailleurs. Hein. C'était une façon très très subtile d'éviter le problème. Mais au Sénat, on a eu un débat sur la taxe Zucman. On a eu les mêmes problèmes les mêmes oppositions que M. Arnaud. C'est-à-dire grosso modo, on est d'extrême gauche. Ce qu'on veut, c'est tuer tous les patrons. Je caricature, mais le débat c'était celui-là. Non, nous on est prêt à aller au fond pour trouver des mesures qui fiscalement permettent aujourd'hui de rétablir une forme de justice. On ne peut pas considérer que parce qu'on a de l'argent, on a des moyens... Vous entendez ceux qui disent, y compris chez certains patrons, la taxe Zucman, certains ne sont pas foncièrement contre, mais pointent du doigt quand même des imperfections. Mais bien sûr, mais on est prêt à travailler. Semble rédhibitoire. Mais ce que je dirais à M. Arnaud, qui est l'ami de M. Trump, M. Arnaud a accepté sans coup férir l'augmentation de 15% des frais de douane. Ça touche directement ses profits. Donc il accepte l'impôt Trump, vous me permettrez de l'appeler comme ça, mais il n'accepte pas les impôts en France. Je pose la question, est-ce que vous êtes vraiment patriote ? Est-ce que vous êtes vraiment patriote quand vous acceptez les impôts Trump et pas les impôts en France? La question, elle est là aussi. Retrouvons Hugo Capelli. Bonjour Hugo, vous suivez pour BFM TV tout le week-end la rentrée du camp présidentiel de Renaissance dans le Pas-de-Calais à Arras. Comment les macronistes, ceux qui en sont encore ou aussi ceux qui tentent de s'en éloigner un petit peu d'ailleurs, comment se positionnent-ils dans ce débat? Pensent-ils d'ailleurs tous la même chose? Ouais, d'abord, c'est une rentrée spéciale pour le parti politique Renaissance. Rentrée spéciale parce que pour la première fois depuis un an, c'est un membre de ce parti qui est à Matignon, qui est Premier ministre. En l'occurrence, Sébastien Lecornu, qui était présent à Arras vendredi soir auprès des députés de son camp, mais qui ne sera pas là aujourd'hui. C'est vrai qu'il y a cette question qui est sur toutes les lèvres. Comment peut-il rester en poste? Comment peut-il apporter de la stabilité politique? Ça fera partie du message que portera Gabriel Attal, le patron de ce parti, cet après-midi, lors d'un meeting
qu'il tiendra. Il souhaite que Sébastien Lecornu réussisse. Pour ça, Sébastien Lecornu va devoir trouver un terrain d'entente, faire des accords avec la gauche, notamment avec le Parti socialiste. On ne connaît pas encore les intentions du Premier ministre. Il a dit devant les députés de son camp, on va s'en sortir dans le compromis. Alors certains députés, certaines personnalités du Parti Renaissance poussent pour qu'il y ait une taxation des personnalités françaises les plus riches. C'est par exemple la proposition que fait Yaël Braun-Pivet, la présidente de l'Assemblée nationale. Est-ce que c'est une piste qui va vraiment intéresser Sébastien Lecornu? Parce que ce que l'on sait, c'est qu'en coulisses, le Premier ministre est très opposé à cette proposition qui fait débat depuis plusieurs jours maintenant. Merci Hugo. Antoine Oberdorf, c'est bel et bien le nouveau Premier ministre qui va devoir, et très vite, si possible, avancer ses pions là-dessus. Ouais, absolument, parce que c'est la pierre angulaire, on l'aura compris, les conditions même de la survie de Sébastien Lecornu à Matignon. Problème pour lui, c'est aussi le cœur du réacteur des fondamentaux macronistes. Donc, si vous voulez, il y a un doute à l'issue des consultations, de la première vague de consultation des oppositions, sur les marges de manœuvre dont dispose Sébastien Lecornu vis-à-vis du président de la République. Et le sentiment assez partagé en réalité, c'est qu'il n'en a aucune. Donc, il a très poliment dit à tous ses interlocuteurs, les communistes, les socialistes, cette expression de justice fiscale. Il a éventuellement avancé également le mot de rupture, mais en ne lui donnant jamais aucun contenu. Donc, c'est quand même l'ambiguïté majeure dans laquelle se trouve Sébastien Lecornu, et l'ambiguïté pourrait se dénouer dès l'ouverture de la session parlementaire. Pour l'instant, il ne s'avance pas, le nouveau Premier ministre, en tout cas sur la taxation des plus fortunés. Il ne s'avance pas, mais il a fait une déclaration la semaine dernière à la presse quotidienne régionale et notamment à la Provence, dans lequel il dit qu'il fallait travailler à cet effort de justice fiscale sans idéologie. Attention néanmoins là aussi à ne pas toucher au patrimoine professionnel. Donc en réalité, ça veut dire qu'il n'y aura pas de taxe Zuckman. Ça veut dire que le gouvernement est quand même, malgré tout, démissionnaire, est en train de travailler sur le sujet. Et l'Élysée a fait fuiter il y a quelques jours qu'il n'était pas complètement opposé à la mise en place d'une taxe sur les hauts patrimoines. Donc il y a quelque chose qui est en train d'être construit, avec cette difficulté qui est double. Il faut que cette taxe permette à la fois de permettre de gagner de l'argent pour les caisses de l'État, et il faut aussi que le dispositif soit assez solide pour pas esquiver cette nouvelle taxe. Parce que si c'est pour imposer une taxe qui est pas populaire et qui embête les milieux financiers, et en plus de ça, qui n'a aucun effet parce qu'en fait, ils pourront continuer à esquiver le dispositif, en réalité, politiquement, ça fonctionnera pas. La phrase de fin, Isabelle Tisse-Saint-Jean. Toute la difficulté, c'est que si effectivement on veut adapter l'instrument fiscal à cette répartition où il y a une très grande inégalité, là, eh bien forcément, étant donné la structure de la richesse de cette frange de la population, là, les 1800 personnes, eh bien, 80%, c'est des actions. Donc, c'est les biens professionnels. On n'a pas fini d'en débattre. Voilà. Donc, on est obligé de cibler ça, quoi. Par ce débat. Merci à